Merci beaucoup, Romain. Effectivement, voilà, j'étais un peu étonnée que tu me demandes d'intervenir sur ce sujet, mais en même temps, c'est ma pratique de tous les jours, donc je suis très contente de partager ça aujourd'hui avec vous, parce que je me suis rendu compte il y a quelques temps, quand je fréquente des gens qui ne sont pas forcément du milieu, qui me disent: «Tu sais ce que tu fais dans la vie, directrice autisme, ça veut dire quoi, en fait?» Et c'est pas toujours évident de qualifier, en fait, en quelques mots, les contours de ce poste. Donc, l'idée, c'est vraiment un partage de pratiques. Alors moi, ça n'a rien de scientifique, là, comme Émilie. Donc, on fait un petit pas de côté, mais vraiment une démarche, là, empirique, avec un poste qui s'est construit. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, déjà, quelques éléments de contexte, puisque moi, je travaille en Gironde, hein, je suis à Bordeaux. La page Gironde, en quelques mots, c'est une association qui accompagne, qui gère 32 établissements et services. Donc c'est assez conséquent. On est à la fois des dispositifs enfants, ados, adultes, deux maisons d'accueil spécialisées, un foyer de vie, deux ESAT, trois SAVS, deux IME, un DITEP, une UMA, un dispositif d'autorégulation, les 4 CMPP de Gironde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un service mandataire judiciaire, un SAMSA TSA, 3 CSAT Pro. Enfin, voilà, c'est pour vous dire un petit peu l'étendue des dispositifs. J'en oublie sûrement beaucoup de CESAD aussi également. Donc voilà, il y a vraiment une grande variabilité de publics accueillis. 800 salariés, 4500 usagers, donc voilà, une belle association avec des établissements qui sont répartis par pôle. Et une association qui a des valeurs. Je pense que c'est important. L'histoire de la page s'est construite. La page voilà, a émergé avec des enseignants, en fait. Donc ça émane du milieu scolaire. Donc il y a vraiment un ADN très très fort de la scolarisation des enfants en situation de handicap, adolescents aussi et jeunes adultes. Et puis voilà, très axé sur des dispositifs très inclusifs. En 2017, il y a eu vraiment un tournant dans le projet associatif. Il faut savoir que le directeur général avait changé en 2016 et voilà, il a fait un constat, ce qui était celui qui avait déjà aucune place qui était fléchée pour l'accueil des personnes avec TSA. Donc dans une association qui fait cette taille, ce dimensionnement, c'était quand même un petit peu étonnant. Et rien de structuré au niveau de l'accompagnement de ce public. Mais quand je dis rien, c'est rien. Voilà. Donc je rencontre ce directeur général et qui était très sensibilisé à la question des TND, qui avait déjà mis en place beaucoup de choses dans une précédente association et qui a dit là, il faut faire quelque chose à destination de ce public. Il voulait vraiment professionnaliser les accompagnements. Et donc, il a créé mon poste, un poste de directrice autisme, pour accompagner justement toute la transformation de pratiques. Il y a eu une assise, évidemment, et un portage associatif très fort, avec des engagements qui ont été pris d'abord pour l'accompagnement des personnes avec TSA, puis l'accompagnement des personnes avec TND de manière plus large. Et on est passé vraiment d'une posture associative à une culture associative dans l'accompagnement des personnes avec TND. Je pense que c'est important parce que on peut rien piloter et rien accompagner correctement si on n'a pas un appui associatif extrêmement fort. Donc il y a des engagements qui ont été pris. On a créé un comité de pilotage autisme et avec un groupe de travail, on a écrit les engagements de l'association concernant l'accompagnement des personnes avec TSA et qu'on a fait valider par le conseil d'administration. Donc c'est pas rien en fait, c'est fort parce que ce qu'on voulait, mon directeur général et moi-même, c'était de dire tout ce qu'on va proposer, il faut que ça puisse perdurer au-delà des personnes. Et de se dire que ça doit maintenant être intégré finalement dans le système associatif. Donc l'idée, ça a été de faire évoluer les pratiques d'accompagnement, d'introduire et de déployer les interventions psychoéducatives. Donc ça, on y tient beaucoup et on l'a fait d'abord par la porte d'entrée autisme, mais on l'a vraiment généralisé à tous les publics qu'on accompagne. Mais ça aussi, ça veut dire qu'il faut tenir des postures assez fortes sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus en filigrane. Déploiement aussi d'une culture de l'évaluation du fonctionnement. Moi, quand je suis arrivée dans l'association, on faisait des projets personnalisés au doigt mouillé. C'était, j'ai l'impression qu'il sait faire ça. Et, il y avait des jolies choses qui étaient faites, mais les choses n'étaient pas formalisées. Les objectifs SMART,
Voilà, c'était pas du tout dans la culture. Et l'évaluation du fonctionnement avec des outils d'évaluation standardisés, on y était très très loin. Donc on est vraiment, voilà, là aussi on a intégré ça, on est rentré par la porte autisme, encore une fois, mais je vous dis, on a élargi ça, et de se dire, l'évaluation du fonctionnement, elle concerne toutes les personnes qu'on accompagne. Voilà, à un moment donné, comment fonctionne la personne. Et je ne vous parle pas du diagnostic, mais bien au-delà du diagnostic, voilà, comment fonctionne la personne, quelles sont ses compétences, etc. Et puis, on a structuré la démarche projet personnalisé. Quand je suis arrivée dans l'asso, chaque établissement avait sa trame de projet personnalisé. C'était exceptionnel. Je me dis, mais comment on peut travailler comme ça? Et il y avait un souhait, du coup, d'harmoniser, en fait, les pratiques d'accompagnement. Donc, on a beaucoup travaillé avec le service qualité, on a structuré la démarche projet. Et on a construit vraiment une structure du projet personnalisé avec ce que doit comporter un projet personnalisé, mais aussi le pilotage, etc., du projet personnalisé dans les structures. Avec l'idée aussi qu'on déploie la culture des apprentissages fonctionnels tout au long de la vie, ce qui n'était pas forcément le cas en fait, pour des adultes, et y compris pour les personnes avec des profils plus sévères et un handicap intellectuel profond associé. Donc 2017, création d'un poste de directrice autisme d'abord, mais maintenant qui est devenu TND, polyhandicap, petit à petit, finalement, ça s'agrandit. Je ne sais pas si c'est le bon nom de poste d'ailleurs, mais on tenait quand même à garder cette dimension autisme avec cette idée de structurer toute l'offre d'accompagnement, de faire évoluer les pratiques. Et je parle de révolution parce que je pense qu'on a fait une petite révolution quand même, qui n'a pas été simple, mais qui aujourd'hui, aujourd'hui quand même, j'ai un peu de recul pour en parler. On est quand même assez satisfait de où on est arrivé, même si on a encore beaucoup de projets et beaucoup de choses à faire. Donc mes principales missions, la structuration de la formation et de la supervision des équipes déjà. Donc moi j'accompagne toute la structuration du plan de formation, au niveau de l'autisme, des troubles du neurodéveloppement, du polyhandicap, avec le souhait, on voulait vraiment qu'il y ait une cohérence dans les offres de formation qui soient proposées, et un catalogue de formation très spécifique. Et puis, on a déployé vraiment aussi la supervision. Donc au départ, en 2017, c'est moi qui supervisais 2 établissements, une maison d'accueil spécialisée en IMP, et parce que les équipes n'étaient pas du tout familiarisées au mode supervision. Donc l'idée, ça a été de les amener aussi progressivement, les acculturer finalement à ce qu'est la supervision des pratiques, donc vraiment l'observation active sur le terrain avec les équipes, avec les éducateurs, avec les aides-soignants, les AMP, et ensuite dégager des objectifs et pouvoir construire des projets autour des personnes. Donc au départ, c'est moi qui les ai faites parce que je voulais acculturer tout ce petit monde, et puis j'aimais bien en fait avoir à la fois accompagner les directeurs, la vision globale, et à la fois être sur une vision terrain avec... je pense que ça m'a donné beaucoup de légitimité aussi auprès des équipes, de dire que ce n'est pas quelqu'un qui dit voilà, maintenant vous allez faire ça, mais plutôt d'accompagner vraiment le terrain au quotidien et de vivre les problématiques aussi avec eux au quotidien. Donc je l'ai fait dans une masse, autisme, et puis, une masse généraliste, mais il y avait des personnes avec autisme qui n'étaient pas forcément identifiées, donc on a fait un gros travail aussi en interne. Et puis dans un IMP aussi, où il y avait des personnes avec TSA qui étaient accompagnées, mais sans forcément qui est repérée en tant que telle. Un accompagnement également des démarches de structuration de l'offre de services et des approches psychoéducatives. Donc l'idée là aussi, ça a été de revoir les projets d'établissement, les offres de services, et acculturer qu'est-ce que c'est que les approches psychoéducatives. Donc j'ai beaucoup acculturé le terrain, y compris les cadres. On a formé tous les cadres, pour que les cadres sachent aussi de quoi on parle. Et puis, on s'est lancé dans ce fameux défi qualité autisme qui avait été une expérimentation de la Nouvelle-Aquitaine, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui a concerné à peu près 80 établissements et qui a été, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est Andéo qui a lancé un référentiel de certification qui permet de faire un autodiagnostic sur où on en est dans la mise en œuvre des pratiques recommandées auprès des personnes avec TSA, et du coup de mesurer le gap qu'il y a à faire pour qu'on soit en conformité avec la mise en œuvre des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors au-delà de l'obtention des certifications, pour nous ça a été un levier de pilotage du changement, se dire nous, alors qu'on n'était pas identifiés puisqu'on n'avait pas d'établissement pour personnes TSA, on a dit on va engager l'IMP et la MAS
dans ce défi qualité autisme. Et je vous assure que c'était un peu ambitieux. Voilà. C'était un peu ambitieux, mais les structures, au bout de 3 ans, ont été certifiées, les 2 structures. Donc, ça a été une très, très belle victoire. Mais beaucoup de travail pour les équipes, beaucoup d'enjeux, parce qu'il a fallu vraiment transformer les pratiques et former les équipes. Donc, on a eu, je vais vous en parler, mais un gros plan de formation pour accompagner tout ça. Dans mes missions également, un management transversal des directions pour rendre opérationnel le projet autisme, TND et polyhandicap, des établissements et des services. Donc j'accompagne beaucoup les directeurs aussi dans ce que ça va impliquer que de mettre en place des approches psychoéducatives. Donc on travaille beaucoup ensemble. Développement de réseaux partenaires spécialisés aussi, on ne travaille pas tout seul. Donc l'idée, ça a été aussi de consolider des partenariats dans ce domaine. Et puis, manager le projet Autisme et TND de l'association. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais au quotidien? On a créé, donc je vous le disais, un copil associatif Autisme et TND. Donc c'était au départ Autisme, maintenant c'est Autisme et TND, et un autre copil polyhandicap. On se réunit à peu près 3 fois par an avec des directeurs, des professionnels de terrain, des établissements de l'association, et également des membres du conseil d'administration et des familles qui viennent à ces copiles, et ça nous permet vraiment d'animer aussi un travail transversal autour de l'accompagnement de ces publics, et puis de travailler aussi sur des thématiques spécifiques qu'on souhaite développer. On a donc, je vous le disais, élaboré et puis je pilote, pas toute seule bien sûr, mais avec mes collègues, le projet Autisme et autres TND associatifs. Donc il a fallu là aussi rédiger ces engagements, et j'ai pu piloter ça avec la vice-présidente de la Page Gironde qui a un fils autiste, donc du coup voilà, qui est très impliquée, donc avec le regard aussi des aidants dans ce travail-là. Un soutien technique auprès des établissements, donc ça c'est un peu mon quotidien, voilà, sur notamment toutes les situations complexes. On réfléchit ensemble à trouver des alternatives. On a pris des postures assez fortes en disant de toute façon aucun usager ne sera exclu d'un établissement. Voilà, mais quand on faut le tenir après ça, donc du coup on va former les équipes à la gestion des troubles du comportement, et puis on va mettre en place des pratiques innovantes si c'est nécessaire. Donc là, il y avait un usager, il n'en voulait plus dans un ESAT par exemple. On a construit en fait une offre où il va à la fois sur l'ESAT, sur le foyer de vie, et il y a le soutien du SAMSA sur cette situation. Donc je vous dis pas que c'est facile, voilà, il faut tenir ces positions, puis quand vous les avancez, vous avez intérêt à avoir des appuis associatifs derrière, et puis des moyens qui sont mis à disposition, parce qu'il faut sortir évidemment des chemins qu'on connaît pour inventer d'autres solutions et pouvoir accompagner ces personnes dans des situations qui sont parfois complexes. Également, évidemment, je participe à l'accompagnement du déploiement des recommandations de la Haute Autorité de Santé dans les établissements, mais là aussi avec un appui fort associatif en disant de toute façon, on applique les recos et ce n'est pas discutable. Donc, on peut voir comment on le fait, ça on peut en discuter, le temps qu'on va mettre pour que ce soit effectif, mais on ira de toute façon. Donc ça, d'avoir annoncé ça, je vous assure que dans des CESAD où vous aviez encore parfois des approches pas forcément recommandées, c'était un petit peu compliqué. Voilà, ça n'a pas été simple, et puis on est tombé, le risque c'est de tomber dans la caricature en disant on va faire que du comportementalisme. Non, on ne va pas faire que du comportementalisme, mais oui, on va appliquer les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et dans un CESA d'autisme, oui, on va aller vers des approches développementales, comportementales et cognitives. Voilà, alors on n'a pas mis de l'ABA partout en place, mais porter ce type de discours quand même, c'est pas sans conséquence, hein. Ça a été parce qu'il y a des très bons professionnels et il y a des gens très chouettes dont c'était pas la culture et qui ont dû. Alors ceux-là, on a dit si vous avez envie, très bien, on va vous accompagner. En fait, on va vous outiller, on va vous former pour aller vers ça. Et puis si vous n'avez pas envie, faut aller ailleurs. Voilà. Mais c'est pas grave, on peut se séparer sans se fâcher aussi. Donc voilà. Donc on a travaillé sur tout ça. Et puis voilà. Donc je vous disais, moi j'ai une veille sur la cohérence globale du plan de développement des compétences associatives, donc tout le plan de formation.
élaboration des réponses aux appels à projets pour la création des établissements ou des services. Et du coup, on a là récemment, il y a 2 ans, on a ouvert une UMA, on a ouvert un dispositif d'autorégulation, un CESAD d'intervention précoce TSA. Donc voilà, on répond aux appels à projets. Et puis on construit des offres d'accompagnement un petit peu innovantes. Et puis, voilà, l'idée, ça a été aussi de développer le réseau de l'association dans le champ de l'autisme et des TND. Également, voilà, je vous disais, j'accompagne les directeurs. Je fais un gros soutien dans le management du changement auprès des équipes. Et ça, c'est un axe qui est très, très fort et très, très important. Voilà, l'axe managérial. Comment on pilote les choses. Il ne suffit pas de former son équipe aux outils et de dire maintenant, allez-y. En fait, comment on organise le système. Parce que si on dit que toutes les personnes doivent bénéficier d'une évaluation du fonctionnement, qui pilote les évaluations, quel type d'évaluation, quel temps on dégage pour ça, comment ça s'organise concrètement, comment c'est déployé dans la structure. Et ça veut dire un pilotage très fort des cadres en interne pour que ce soit possible. Parce que oui, construire des séances de travail sur table, il y a un temps de préparation supplémentaire. Donc non, le quart d'heure ne va pas suffire. Et donc, oui, il faut réorganiser tout l'emploi du temps des professionnels qu'on accompagne pour qu'ils aient ce temps-là dégagé. Et je vous assure que faire bouger les choses comme ça, dégager 1 heure par semaine, ça peut venir impacter finalement tout le fonctionnement institutionnel. Mais en tout cas, voilà, c'est très, très important d'accompagner ce pilotage du changement pour la mise en œuvre des accompagnements effectifs. Également, je vous le disais, je forme tous les cadres de l'association aux approches psychoéducatives et je les accompagne dans le pilotage de l'implémentation de ces approches. Voilà, qu'est-ce que ça signifie concrètement au quotidien en termes de recrutement, en termes de management, en termes d'organisation, etc. On a aussi, après, au départ, je vous disais, j'ai commencé les supervisions, mais très vite, je les ai externalisées. Donc, on a pris des superviseurs externes, mais je coordonne tous les superviseurs de l'association. Donc, je suis vigilante au profil des superviseurs qui vont être dans les établissements. Et ensuite, je coordonne leur supervision parce que là aussi, un superviseur, il faut le piloter. Alors, ce n'est pas moi qui le pilote, après, c'est évidemment les établissements, les cadres en interne qui pilotent la supervision, parce que ça se prépare, une supervision, ça s'organise, et comment ensuite on veille à la continuité justement des préconisations qui sont faites. Mais je fais des points en tout cas réguliers avec eux, et je suis très contente parce qu'au départ, je vous disais, il y avait 2 établissements supervisés. Aujourd'hui, on est à 15 établissements sur 32 qui bénéficient de supervision. Et de supervision, parfois, c'est mensuel, et pour certaines, c'est tous les 15 jours. Donc, vous imaginez le coût que ça représente. Donc maintenant, la supervision fait partie intégrante du plan de formation. Voilà, parce qu'on y croit beaucoup et qu'on ne peut pas piloter le changement. La formation ne suffit pas si on n'accompagne pas la supervision terrain des pratiques. Voilà, c'est bien beau d'avoir vu un super outil, mais si on n'apprend pas à l'utiliser, on va rester en panne en fait. Voilà, et il y a aussi, on a changé aussi les pratiques sur le rôle des psychologues dans l'association, c'est-à-dire avec un vrai management technique. Donc là, ça a été un gros pas de côté aussi pour certains psychologues qui n'avaient pas du tout été formés à ça, où on leur demandait, on leur a dit, oui, il va falloir diminuer les séances d'accompagnement individuel pour faire de l'étayage terrain, projet personnalisé, animer tout ça. Donc, bon, vous voyez, ça s'accompagne là aussi, hein, c'est pas sans conséquence. Et puis, j'ai été associée au recrutement de tous les psychologues de l'association. Voilà. Et on s'est dit, on veut des profils qui correspondent à ce qu'on veut faire. Donc, là aussi, concrètement, je vais oser le dire, hein, mais il n'y a plus de psychanalystes recrutés à la Page Gironde. Voilà, il n'y en a plus. Donc, je souhaite... alors, évidemment, l'idée, ce n'est pas d'avoir que des comportementalistes, hein, mais en tout cas, d'avoir des cognitivistes, des développementalistes, en tout cas, des formations qui correspondent aussi, qui vont soutenir le projet qu'on porte. Et puis, des gens qui ont envie de travailler avec ces outils, il faut avoir envie. Tout le monde n'a pas envie, et ça, on peut l'entendre. Mais en tout cas, voilà, on veille à cette cohérence aussi dans les pratiques et dans les recrutements des psys. Et donc, j'accompagne leur management technique également. Et l'idée, moi, ce que j'aime bien, c'est les mettre en lien les uns avec les autres. Je sais qui a quelles compétences, et du coup, partage de compétences, maillage, émulation, construction d'outils transversaux qui vont être partagés et qui vont permettre
d'être moins isolé dans sa pratique, puisqu'on sait bien qu'il y a beaucoup de psychologues qui sont isolés en établissement. Je l'ai vécu, 5 ans psychologue en masse, je sais ce que c'est. Donc du coup, voilà, je fais en sorte qu'ils ne vivent pas cette sensation d'isolement. Et on les forme à la supervision aussi. On forme nos psychologues à superviser les équipes. Voilà. Et concrètement, donc l'évolution des pratiques, qu'est-ce que ça comporte? Une action qui est vraiment systémique, avec, je vous le disais, des leviers forts, hein, le projet associatif, le plan de formation et de supervision. La démarche qualité, pour moi, les démarches de certification sont vraiment un levier qui vont accélérer aussi la démarche. L'organisation institutionnelle, et puis un levier RH qui est très important parce qu'il faut avoir des moyens, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Donc, dans les établissements concernés, on a doublé, par exemple, le temps de psychologue, on a doublé le temps infirmier à l'IMP, on a réduit le temps de psychiatre parce que de toute façon, on n'en trouvait pas. Voilà. Et plutôt qu'un poste vacant, eh bien, moi, je me suis dit aussi, et puis on peut avoir un très bon généraliste qui fera du super boulot, et voilà, et on développera d'autres partenariats. Je ne dis pas que les psychiatres ne servent pas, hein, mais voilà, il faut aussi trouver... Je préfère avoir un poste vacant que quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'on fait également. Au niveau des ressources humaines, des orientations, là aussi, je vous disais, énoncées, des expertises qui ont été recherchées. Donc, on a eu beaucoup de départs. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a des gens qui sont partis, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit, nous, on a envie de venir travailler parce qu'il y a un projet avec des objectifs clairs, avec du coup une dynamique qu'on a envie de porter. Donc on a pu aussi recruter des professionnels experts, et maintenant, on a vraiment un pool de professionnels extraordinaires qui portent la démarche. Des enjeux managériaux, je vous le disais, des cadres formés, un accompagnement de proximité. Donc là aussi, tous les cadres sont formés au management et sont accompagnés si besoin. Quand on voit qu'il y a des situations un petit peu compliquées, on met en place un accompagnement managérial extérieur qui n'est pas fait par moi, mais par quelqu'un dont c'est le métier à part entière. Et puis, je vous le disais, un management technique très opérationnel. On a renforcé le rôle des psychologues. On a créé des postes d'éducateurs coordinateurs dans nos structures qui ont un étayage aussi terrain très fort auprès de leurs collègues et qu'on a fait monter en compétences techniques, notamment, par exemple, en les formant avec le CNIA, Certificat d'intervention nationale en autisme, parce que quand on les outille là-dessus, on voit qu'il y a une vraie montée en compétences. Je ne sais pas combien de temps il me reste, plus rien. Bon, d'accord, ok. Au niveau de la formation et de la supervision, un chiffre fort. Vous voyez que l'association consacre 4% de sa masse salariale brute pour la formation depuis 2018. J'ai jamais vu ça ailleurs. Voilà, jamais. C'est génial, parce que dès que je veux mettre en place des formations, tout est validé, c'est magnifique. Donc, du coup, ça a permis... c'est assez enthousiasmant en fait, parce que moi j'aime bien avoir une veille sur les nouveaux outils qui sortent, sur les nouvelles techniques, et du coup dès qu'il y a un outil qui nous plaît, on y va, quoi. On forme les équipes et du coup on met en œuvre, donc ça c'est assez chouette parce qu'on est dans une dynamique toujours très très importante au niveau de la formation, et là aussi les professionnels sont vraiment très nourris sur le plan de la formation. Donc au départ on a fait beaucoup de formations intra-établissement pour avoir des socles communs partout. Et maintenant, on est surtout sur des formations inter-établissements, là, qui vont plus être liées soit à des corps de métier ou soit sur des choses très, très techniques. Et donc, ça permet de croiser aussi les pratiques entre établissements, ce qui est aussi intéressant. Et je vous le disais, l'idée, c'est on a un plan de formation qui est pluriannuel, évolutif, cohérent, ajusté au fil de l'eau. Mais par exemple, moi je sais que les formations Vineland, j'en mets tous les ans en plan de formation, que la formation ADOS ou ADI, je la mets tous les 3 ans, que la formation ABA, elle est au plan tous les ans, mais l'ABA approfondissement, elle va être tous les 2 ou 3 ans. Enfin, j'ai comme ça des échéances pour renouveler aussi les formations. Donc il y a des formations qui reviennent tous les ans et d'autres, c'est plutôt tous les 2-3 ans ou en fonction des nouveaux arrivants. La supervision, je vous en ai parlé. Et puis cette coordination des supervisions également. La démarche qualité, donc là aussi, c'est un gros travail. Je travaille énormément avec, là je dis je suis toute seule de l'ASSO, alors c'est facile, mais je ne travaille pas toute seule, évidemment, et je travaille beaucoup avec la directrice qualité. C'est génial parce qu'on crée tous les process, en fait, autant sur la technique que toute la structuration de cette démarche qualité, des procédures.
et des modes opératoires qu'on va décliner dans les établissements, avec aussi le DRH, avec la directrice financière. Donc on a vraiment ces quatre volets qui nous permettent d'avoir un pilotage global de la démarche parce que tout est lié. Hein, forcément, vous créez un nouveau dispositif, il faut le levier RH, il faut qui on va recruter, dans quel temps, quand, le levier organisationnel, le levier qualité, voilà, toutes ces dimensions en tout cas sont interrogées. Donc sur les certifications, là aussi on a structuré l'accompagnement des certifications. Donc la directrice qualité et moi-même, on accompagne tous les établissements qui sont dans ces certifications. Et aujourd'hui, nous, il n'y a plus un établissement TSA qui ne rentre pas dans la préparation de la certification. Ça nous permet tout de suite d'aller vers les outils et, in fine, la mise en œuvre des approches recommandées, évidemment. Et maintenant, on fait la même chose sur le polyhandicap. Donc, on a impliqué 4 structures dans la certification polyhandicap. C'est encore d'autres enjeux. Là aussi, une transformation des pratiques dans des établissements d'internat, c'est lourd, hein, mais ça permet quand même de pouvoir faire monter en compétences vraiment les équipes et puis de faire évoluer les pratiques d'accompagnement. Un travail sur l'environnement, voilà, je vais aller vite là-dessus, mais l'idée, en tout cas, nous, on est convaincus qu'il faut travailler le système plutôt que l'expertise d'abord, mais vraiment de considérer la dynamique institutionnelle avant même l'expertise autour de la personne. Moi, c'est ce que j'ai toujours porté avec les outils, notamment du Centre Expertise Autisme Adulte, avec Dominique Fiard. On a travaillé sur la modélisation d'outils d'aide à l'accompagnement, en fait. Et vous pouvez mettre beaucoup d'expertise dans un établissement. Si le système est mal posé, vous n'aurez pas l'impression que vous êtes dans la structure qui a été formée à tous ces outils, etc. Donc, c'est d'abord penser le système dans lequel vont s'intégrer ces expertises-là. Et moi, j'aime bien dire, on va façonner en fait les établissements. Je veux qu'ils arrivent là, on va commencer par mettre ça en place. Et puis petit à petit, en fait, on va y aller progressivement parce que quand on veut tout faire d'un coup, le risque, c'est que ça fait peur et le risque, c'est l'échec en fait. Donc, mettre les équipes en réussite, toujours souligner les réussites avec des objectifs clairs, SMART, comme on le fait avec les personnes accompagnées. Une méthodologie qui doit être posée, et ça, c'est un gros travail, c'est pas toujours évident. Comment on formalise nos actions, comment on évalue l'efficacité de nos interventions, comment on met en place des outils simples qui vont être support à la cohérence des interventions. Je dirais que ça, c'est l'enjeu le plus important, mais c'est aussi le plus difficile à atteindre, parce qu'au départ, il y a une émulation, et puis le risque, c'est qu'on passe de 0 outil à des outils dans tous les sens, et que trop d'outils, c'est aussi la noyade assurée. Donc parfois, il faut se dire quel outil on choisit et qu'est-ce qu'on priorise auprès des personnes qu'on va accompagner. Et puis, voilà, c'est des outils au quotidien avec un travail à froid qui doit être favorisé toujours auprès des personnes. Ce n'est pas dans l'urgence ou dans une situation de tension ou de troubles graves du comportement qu'on va travailler la dynamique institutionnelle. Donc, on va travailler à froid quand les personnes vont bien, en fait, pour avoir des outils supports et travailler cette cohérence des interventions. Du côté de la personne, évidemment, toujours évaluation avec une approche centrée sur les forces. Mais là, je pense que vous connaissez tout ça par cœur. Mais on a vraiment eu... pourquoi on fait des évaluations? Il faut travailler le sens aussi de l'action, pourquoi on le fait, à quoi elles vont servir ces évaluations. Et non, ce n'est pas que des chiffres et des croix dans des cases. Donc, on a retravaillé aussi tout le sens de la démarche pour mieux mettre en évidence les forces des personnes, leurs ressources, leurs intérêts, leurs motivations. Et puis ensuite, travailler l'autodétermination des personnes à partir de tout ça. Donc, évidemment, avec des outils de référence, là aussi, ça veut dire que... parfois, il faut arbitrer aussi quels outils on va prioriser parce que le risque encore, c'est la multiplicité des outils. Bon, là, j'en ai mis quelques-uns, mais on a des outils de référence et moi, j'ai souhaité qu'on ait des outils aussi qu'on puisse partager entre structures. Donc, ils utilisent aussi beaucoup des curriculums de compétences comme le PO et ce que c'est très facile à utiliser et ça vient nourrir les projets personnalisés et du coup, c'est partagé entre les structures. Donc, on a des outils comme ça, ou la Vineland, parce que la Vineland, tout handicap, donc moi, ça me plaît bien, pas trop dur à utiliser, interdisciplinarité, on peut associer les parents, outil parfait, vous voyez. Donc, il y a des outils comme ça qu'on peut généraliser et qui vont être utilisables par tous et du coup, qui vont faire des références communes, parce que l'idée, effectivement, c'est de créer une culture associative forte
avec des outils qui vont être des points de repère pour les personnes. Une architecture pensée, mais là, monsieur en parlera beaucoup mieux que moi, mais on a retravaillé aussi les projets architecturaux pour les adapter au fonctionnement des personnes avec TSA. Donc là aussi, on a des gros projets de rénovation, parce que quand on est dans une masse qui existe depuis 30 ans, elle n'est pas du tout adaptée, elle n'a pas été pensée comme il faudrait, en tout cas aujourd'hui, quand on a les connaissances actuelles sur l'accompagnement des personnes. Hein. Donc voilà, il faut aussi retravailler l'organisation, mais là aussi, c'est pas sans conséquence hein, pour les équipes de dire on va mettre moins de déco au mur, on va retravailler les lumières, les couleurs, etc. Mais c'est extrêmement intéressant et j'ai même formé la personne qui se charge du pilotage de tous ces travaux à la page Gironde pour que justement, parce qu'il me disait oui, je vais mettre du orange, ça sera chouette. Non, tu vas pas mettre du orange. Et il me disait mais pourquoi? Et donc j'ai dit bien, on va passer une journée ensemble. Et depuis voilà, il met plus d'orange. C'est chouette. Mais en tout cas, pour offrir une meilleure lisibilité sensorielle, et on sait que ces aménagements architecturaux environnementaux vont favoriser l'émergence des compétences socio-adaptatives chez les personnes accompagnées, autistes ou pas, hein, d'ailleurs. Bon, ça, vous connaissez beaucoup aussi, mais l'idée, ça a été d'amener petit à petit à une meilleure lisibilité des interventions, qu'elles puissent être évaluées, centrées sur des apprentissages fonctionnels. Et là aussi, c'est un changement de culture, hein. Parce que voilà, dans des foyers de vie, ils n'avaient pas l'habitude de faire des apprentissages, par exemple. Eh bien, réintroduire cette culture de l'apprentissage, voilà. Ouais, ok, d'accord, je m'arrête. Bon, en pratique, voilà, un portage, je dirais, il faut un portage associatif solide, des objectifs qui doivent être clairement énoncés, des actions pilotées, un plan de formation et de supervision qui doit être structuré, un projet et des orientations qui doivent être clarifiées, une architecture, un environnement qui doit être pensé et des interventions qui doivent être précisées et évaluées. Voilà, donc notre plus gros chantier, ça a été, je finis juste là-dessus, je te promets, la transformation des CMPP. Je pourrais y passer la journée, puisque voilà, ça a été un gros enjeu. On a créé des pôles neurodéveloppementaux dans les CMPP. Et on a tout restructuré parce que là aussi, on avait des personnes qui étaient accompagnées depuis des années pour lesquelles les diagnostics n'étaient pas posés et pas avec les outils recommandés. Aujourd'hui, franchement, je suis fière des équipes de CMPP et fière de nos CMPP. Et je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour parce que j'ai eu quelques moments de solitude au début, en 2017. Mais là, on a des équipes qui sont vraiment à la pointe, qui sont très, très motivées et qui font un travail magnifique, voilà. Donc j'espère que j'espère que je vous ai partagé un peu de mon quotidien, mais voilà. Merci beaucoup.